Where's your emergency? Oh, it smells like somebody's dead in the house. Les gens avaient peur. Il y avait un tueur dans la nature. We never know people exactly for who they are. Shoot up and kill. I did not see. Did not see. You had me hold the first time you came in here. I never saw this coming. Huh? Yes, you did. Yes, you did. No, I didn't. Idaho Falls est une magnifique communauté. Il y a énormément de familles. Juste à l'extérieur d'Idaho Falls se trouve la banlieue tranquille d'Hammond. La plupart des habitants du quartier ne ferment même pas leurs portes à clé la nuit et ne verrouillent pas leur voiture. Ils se sentent en sécurité ici. Mais le 2 juillet 2017, ce mode de vie idyllique vole en éclats. Lorsque Doreen Spears, une résidente locale, passe voir son amie de 62 ans, Lisa Ann Stuckey, et fait une découverte terrifiante. Doreen n'avait pas de nouvelles de Lisa depuis environ 2 semaines. Elle a donc décidé de passer chez elle. Elle a remarqué que la porte du garage qui donnait accès à la maison n'était pas fermée à clé. Ce n'était pas normal. Lisa verrouillait toujours sa porte. Elle est entrée dans la maison et là, elle a senti une odeur étrange. 911, where's your emergency? Okay, my emergency is that, oh my gosh. We looked in the house and there's a break-in. It smells like somebody's dead in the house. Quelques minutes plus tard, Corey Payne, le lieutenant chargé de l'enquête, arrive sur les lieux. Dès que je suis entré, j'ai vu que la porte de derrière qui menait au jardin avait été défoncée. C'était la première indication que quelque chose n'allait pas. Il y avait une empreinte de chaussure noire à l'endroit où on avait défoncé la porte. On a relevé cette preuve à l'aide d'un film adhésif pour pouvoir l'analyser plus tard. Une fois dans la maison, on s'est rendu compte que Lisa aimait collectionner toutes sortes de choses. Au départ, j'ai pensé à un cambriolage qui aurait mal tourné. Plus on se rapprochait de la chambre principale au fond, plus l'odeur empirait. Ça faisait penser à une odeur de pourriture. Je n'avais jamais rien senti d'aussi horrible. On a trouvé le corps à l'entrée de la chambre principale. Il était dans un tel état de décomposition qu'on avait du mal à savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Le corps était posé sur une pile de vêtements et un t-shirt bleu recouvrait l'arrière de la tête. C'était très étrange. Si cette personne s'était effondrée et était morte d'un coup, comment ce vêtement pouvait-il être sur elle? Lorsque les enquêteurs retirent le t-shirt, ils se rendent compte que l'arrière du crâne de la victime présente plusieurs fractures. Vu le choc violent qu'elle avait reçu au niveau du crâne, ce n'était pas une mort naturelle. Il s'agissait d'un homicide. Lisa Stuckey et moi, on était inséparables. On se considérait plus comme des sœurs que comme des amis. Et... Pardon. Excusez-moi.
On était toujours là l'une pour l'autre. Elle se ruait littéralement sur le téléphone dès qu'elle pensait que c'est moi qui appelais. Elle était toujours là si j'avais besoin de pleurer sur son épaule et vice-versa. C'était la personne la plus formidable qui soit. Lisa Ann Stuckey était originaire de la baie de San Francisco. Elle était mariée à un certain Frédéric, un ingénieur chez IBM. Je n'ai jamais vu deux personnes aussi amoureuses. Ils étaient faits l'un pour l'autre. L'état de santé de Fred s'est détérioré et il est décédé à l'hôpital, plutôt soudainement. Lisa a vu tout son monde s'effondrer en une fraction de seconde. Elle a décidé de repartir à zéro. C'était l'une de ses grandes qualités. Elle gardait toujours espoir. Les lieutenants ratissent la maison en quête de preuves. J'ai remarqué un marteau à panne ronde à l'extérieur de la chambre principale. Vu qu'elle avait subi un choc violent à l'arrière de la tête, on a tout de suite envisagé que ce marteau était peut-être l'arme du crime. On a trouvé de nombreuses empreintes sur les lieux du crime. On a essayé d'en relever un maximum en espérant qu'elle nous mène jusqu'au suspect. Les policiers remarquent que les interrupteurs ont été nettoyés. Ça a tout de suite éveillé nos soupçons. C'était sûrement le suspect qui les avait essuyés. On a aussi trouvé un téléphone sous l'oreiller du lit. On l'a récupéré pour chercher des preuves. Alors que les enquêteurs examinent la scène, un homme s'approche de la maison. Il avait un style vestimentaire particulier et portait un casque audio. Cet homme est passé devant la maison et a dit à un de nos adjoints « Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est fait tuer ?» Ils ont trouvé ça très étrange. Cet homme mystérieux se présente. Il s'appelle Mario Iglesias. Mario a expliqué au lieutenant qu'il venait du New Jersey et qu'il s'était installé à Idaho Falls il y a environ 6 mois. Il leur a dit qu'il travaillait dans un fast-food tout près et qu'il coupait par chez Lisa Ann pour aller travailler et rentrer le soir. A priori, il vivait 4 maisons plus bas avec sa petite amie de 19 ans et la famille de celle-ci. La police interroge Mario et apprend qu'il a un lien avec la victime. Lisa Stuckey est proche de la famille chez qui il vit, les Lively. Lorsque Lisa s'est installée à Idaho Falls, elle a rencontré Wendy Lively qui vivait quelques maisons plus bas. Elles faisaient tout ensemble. Elles étaient tout le temps fourrées l'une chez l'autre. Lisa sympathise aussi avec le mari de Wendy, Alan Lively. Ils sortaient souvent. Lisa a commencé à considérer Wendy comme sa meilleure amie. Ils se rendaient à des vides-greniers le week-end et passaient beaucoup de temps ensemble. Jamie Young, le fils de Wendy et Alan, s'est mis à tondre sa pelouse. Ils l'ont accueillie à bras ouverts et elle est très vite devenue un membre de la famille. J'ai l'impression que les Lively veillaient sur Lisa. Vu qu'en plus elle était veuve, ils ont dû se dire qu'ils devaient la protéger et s'assurer qu'elle aille bien. Rapidement, Lisa sympathise avec le beau-père de 72 ans d'Alan Lively, Dwayne Heimer, veuf lui aussi. Ils appréciaient de plus en plus de passer du temps ensemble. Très vite, ils se sont fréquentés. Lisa finit par s'installer chez Dwayne, mais leur bonheur est de courte durée. Lisa m'a dit que Dwayne avait un cancer. Elle a emménagé pour pouvoir s'occuper de lui et s'assurer qu'il suivait bien sa chimiothérapie. Il est décédé peu de temps après, en avril 2016. Et Lisa s'est de nouveau retrouvée seule. Quand elle m'a appelée pour me prévenir, elle était inconsolable. Ça m'a fait beaucoup de mal de l'entendre dans cet état, de nouveau anéanti.
Mario dit à la police que même s'il ne connaît pas personnellement la victime, il vit actuellement chez les amis de Lisa, les Lively, dans leur maison en bas de la rue. Mario vivait avec les Lively, à leur domicile, quelques maisons plus bas. Mario Iglesias était en fait le petit ami d'Adonna, la fille de Wendy et d'Alan Lively. Lorsque les lieutenants fouillent dans le passé de Mario, ils découvrent quelque chose de surprenant. En menant l'enquête, on a appris qu'il avait déjà commis des crimes violents. On dit souvent que les suspects impliqués dans un homicide retournent sur les lieux du crime. D'après les enquêteurs, Mario avait peut-être prévu de cambrioler Lisa. Il savait qu'elle avait des objets de valeur chez elle et qu'elle avait de l'argent. Peut-être que c'était juste un cambriolage qui avait mal tourné et que Lisa avait été tuée parce qu'elle avait surpris Mario. Juillet 2017. La petite ville d'Hammond, dans l'Idaho, est en état de choc suite au meurtre de sang-froid de Lisa Ann Stuckey, 62 ans. C'était très difficile de se dire qu'elle n'était plus là. Le quartier a tout de suite été en effervescence. Beaucoup de gens s'inquiétaient. Ils se demandaient s'il y avait un tueur dans la nature. Lorsque Mario Iglesias, un voisin, s'approche de la scène du crime, la police l'emmène au poste pour l'interroger. On a découvert que Mario vivait à quelques maisons de chez Mademoiselle Stuckey. Mario vit avec sa petite amie et ses parents, Alan et Wendy Lively, qui étaient amis avec la victime. Vu que le tueur avait peut-être pour premier mobile un cambriolage, le passé de Mario est inquiétant. Lorsque les enquêteurs ont passé en revue ses antécédents criminels, ils ont découvert qu'il avait un casier. Il avait commis plusieurs effractions, cambriolages et agressions à main armée. I want to go back to the day the police were out there. Okay. Okay, because I was standing out front. Okay. Mario, how come you said it looks like somebody got murdered? I didn't say that. No, you said, hey, what happened? Did somebody get murdered? Okay, yeah, I brought that up because, hey, you don't see this every single time where there's all forensic stuff and stuff like that. I put two and two together, I'm not stupid. But to walk by and say that, you threw so much suspicion right on yourself. You know that? That's fine. That's totally fine. I got no mind. You have the mystery. I've straightened out my life big time. You know, I went to a hard to love public school, gangs and everything like that. I thought that was the cool thing to do. Were you involved in gangs? Yeah, I was. Mario évoque son passé douteux et révèle s'être récemment énervé contre la famille Lively. Well, Wendy misplaced a couple $100. Okay. Mario leur explique que Wendy, la mère de sa petite amie, l'a accusé de vol. I said, why would I bite the hand that feeds me? I don't like getting screamed and yelled at every single night. That they were threatening they were going to put my stuff out and make me homeless. I had nowhere to go with no money. So did you threaten Wendy and her family over this fight? Yes, I did threaten them. And I said, hey, man, you guys are going to do this to me. Man, I'm going to come back and just everything up. Shoot everything up. And? Kill. Le coup de sang de Mario contre les Lively est alarmant. Des problèmes d'argent peuvent être un motif de cambriolage. Les lieutenants savaient que Mario passait devant chez Lisa tous les jours. Il aurait pu être sur les lieux. Comme on n'avait pas de preuves pour l'arrêter, on l'a laissé partir après l'interrogatoire. Ils le considéraient malgré tout comme leur principal suspect dans cette affaire et ils comptaient le garder à l'œil. Au laboratoire, l'équipe judiciaire analyse les preuves de la scène de crime. Vu l'état de décomposition du corps, on ignorait toujours l'heure exacte du décès. On a donc décidé d'analyser son téléphone portable. Grâce au relevé téléphonique, on a découvert qu'elle avait passé des appels tard le 15 juin. Mais à partir du 16 juin, il n'y avait plus d'appels sortants. Uniquement des appels entrants et des messages d'amis qui s'inquiétaient pour elle.
D'après notre théorie, le crime devait avoir eu lieu soit tard le 15 juin, soit très tôt le matin du 16 juin. Maintenant qu'elle a établi cette partie cruciale de la chronologie des faits, la police commence à quadriller le quartier en quête d'éventuels témoins oculaires. Vu que le corps a été découvert le week-end du 4 juillet, notre fête nationale, la plupart des voisins de Lisa étaient soit en vacances, soit absents. Les lieutenants se tournent vers Doreen Spears, l'amie de Lisa Stuckey qui a passé l'appel d'urgence. I knew Lisa had a lot of money. Was she ever worried about somebody coming in and stealing her? Always, but she wouldn't do anything. Where did Lisa keep her valuables in the house? In the closet and almost everywhere. Okay. On top of the counter, on the kitchen. Her most precious stuff? Yeah, she wore it all the time. She would have, I bet she had $20,000 worth of diamonds and stuff on the kitchen counter. Doreen fait ensuite une révélation surprenante au sujet des Lively, les amis et voisins de Lisa du bas de la rue. Lisa started dating Dwayne. Wendy got all upset and she said she was using him, that she was a gold digger and all this stuff. And so they got into it really big. Avant que les lieutenants ne puissent enquêter et parler aux Lively, on leur livre une information troublante. Un conducteur de dépanneuse locale a informé le lieutenant Payne qu'il faisait son jardin et coupait des branches lorsqu'il a entendu quelqu'un en pleine conversation téléphonique dans le jardin voisin. You said you had some information in regards to what happened in Ammon? Yeah. Okay, so just start from the beginning. Yesterday, they were over there doing yard work, and I heard her talking. Killed him. He did it. I heard her say that. Who said this? Wendy Lively. Wendy was on the phone? Yeah. Yeah. Okay, and she said the words? He killed her. Wendy Lively, qui aurait passé l'appel, est la belle-fille du petit ami décédé de Lisa, Dwayne Heimer. Les lieutenants ont commencé à se demander de qui pouvait bien parler Wendy. Qui était ce fameux « il » ? À ce moment de l'enquête, il pouvait être Mario, le petit ami de sa fille Adonna, et Alan, son mari. La police emmène Alan et Wendy Lively au poste pour les interroger. I don't know what happened in that house. I haven't had anything to do with her in 2 years. I haven't talked to her, called her. You know, I haven't set foot on her property. I know my kids cut through her driveway to walk down the road and stuff. A lot of people do. Les enquêteurs décident de ne pas évoquer leurs témoins et l'appel qu'il aurait entendu. Ils veulent d'abord voir ce que Wendy va leur révéler. So, like I got a full said, house because it's you and Alan. it's me and Alan, Adonna and Mario, and sometimes Jamie. Jamie. He goes by Jay. Oh, No. is he the youngest? No. Adonna's the youngest. Oh, Adonna. Yeah. Wendy explique aux lieutenants qu'ils ont adopté et recueilli Jamie Young et Adonna quand ils étaient plus petits. Leur mère les avait eus très jeunes et ils avaient subi des violences physiques et psychologiques très graves. Les Lively leur ont offert un environnement stable. Wendy et Alan ont aussi pris soin de Dwayne, le beau-père souffrant d'Alan, avant qu'il ne décède des suites d'un cancer. So Dwayne, as he progressively got worse, we moved him in with us, and we started doing physical therapy and all that stuff at our house. We got him to the point where he was doing better, and it got so good that he could actually go back to bingo. D'après Wendy, tout ça a changé après que son amie Lisa Stuckey a commencé à le fréquenter. So she'd start showing up at our house after we went to work. We could hear him talking on the phone. He would say, "They just want my money. They just want that." And we're like, "What are you talking about? We don't want your money. Okay, we're doing this because you're our dad, and we're, you know, we love you, and we're going to take care of you." He was like, "I want to go home. I want to move out." Lisa emménage chez Dwayne dans son ancienne maison pour aider à prendre soin de lui. Wendy se sent blessée et commence à voir son amie d'un autre œil. Now about Lisa. Her money, did that come from her deceased husband?
That one. Make that plural. Deceased husbands. Okay. If you actually investigated her, you'd probably be pretty shocked at what you find. On a découvert qu'il y avait eu une rupture entre Lisa Stuckey et la famille Lively. Lorsque la police interroge le mari de Wendy, Alan Lively, elle comprend mieux la raison de leur rancune. We moved him back in his house, and then he passed in March of the following year. April. April, okay. I mean, specify no because no one told me. Dwayne had changed his will right at the end of his life. No one told me, and I didn't find out for a week. Alan pensait qu'ils étaient les bénéficiaires du testament, mais ils n'ont rien touché à la mort de Dwayne. En cas de meurtre, les motifs les plus fréquents sont l'argent, le sexe, la drogue ou la vengeance. Après réflexion, si ce n'était pas un cambriolage, alors peut-être qu'on avait affaire à une histoire de vengeance. Les lieutenants reçoivent d'autres résultats du laboratoire judiciaire, mais ils soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Les empreintes qu'on avait relevées chez Lisa Stuckey ne correspondaient à aucune empreinte connue. Le marteau à panne ronde que les enquêteurs avaient trouvé dans la maison et qu'ils voyaient déjà être l'arme du crime n'a donné aucun résultat non plus. D'après le pathologiste judiciaire, les marques sur le crâne de Lisa étaient trop grosses par rapport à la taille du marteau à panne ronde. Les théories qu'on avait émises au début de l'enquête n'ont pas toutes été concluantes. Alan Lively insiste qu'il n'a rien à voir avec ce meurtre, mais les enquêteurs n'en sont pas si sûrs. Ils interrogent le fils Lively, Jemion, dans l'espoir qu'il pourra leur en apprendre plus sur leur relation familiale. How old were you when you were adopted by the Liveleys? I believe I was 7 turning 8. 7 going 8. Quand on a interrogé Jemion, il s'est montré très agréable, très gentil. De toute évidence, il tenait beaucoup à ses amis et à sa famille. Yeah, we're trying to talk to anybody and everyone we can, trying to figure out stuff about Lisa, your neighbor. So all I know is that she got with my grandpa, and then he moved out. Okay. Jemion se confie au sujet de ses parents et fait une révélation étonnante. My mom and dad, they're getting divorced. Oh, are they really? And it really sucks. Jemion a dit aussi aux enquêteurs que ses parents se disputaient beaucoup depuis quelque temps. Ils ne dormaient plus dans la même chambre et avaient de gros soucis d'argent. Lorsque les enquêteurs interrogent Jemion au sujet du petit ami de sa sœur, Mario Iglesias, il raconte la dispute explosive que Mario a évoquée auparavant. I don't really like Mario, you know? There was this one time where, this was like maybe 2 weeks ago, right? So my mom misplaced some money, right? And Adonna asked, not accused. She said, hey, did you take this? And he just freaked out, like, why are you accusing me? I didn't touch it. I didn't take anything, you know? Like really defensive. Yeah, and so Adonna's like, you know, I don't feel like you're telling the truth. I want you to leave. I want you to leave the house because they were already having problems. And he was like, Dad, you don't know who and like all that, you know, and like. To your sister? Yeah, he's like, your family, you don't know who. Like, that's what he was saying. Les lieutenants se refocalisent sur Wendy et la questionnent au sujet du petit ami d'Adonna, Mario. Wendy a commencé par nous dire que le petit ami d'Adonna avait 28 ans, mais je l'ai reprise. Si l'on en croit son permis de conduire, Mario avait 38 ans. Wendy était sous le choc. Un homme de 38 ans qui fréquente sa fille de 19 ans, ça fait une sacrée différence d'âge. Ça l'ennuyait que Mario leur ait menti. Et vu qu'il avait menti à Wendy au sujet de son âge, on se demandait quel autre mensonge il avait raconté. Les lieutenants ne peuvent s'empêcher de se demander si le coup de sang de Mario chez les Lively 2 semaines plus tôt aurait pu mener au meurtre. Did you go in the house? No, I never went inside that house. Did you ever kick in her door? No. Did you ever go through her backyard? No, I just cut through that driveway. So you know
You know I hurt somebody without leaving marks. Pretty much. I do a lot of things to people, but like I said, why would I be out there to do something stupid like to kill her? Les lieutenants continuent d'interroger Mario Iglesias et questionnent aussi Alan Lively pour en savoir plus sur la relation de Lisa avec son beau-père. So he had only met her in like June. And they were already talking Will and all this. And I was like, who do you meet? Just me. Right. And within a month, you're talking Will and all this. Well, I watched Lisa operate with older people. She befriends them at the end of their life. Creates a rift between them and their friends, or them and their family. And then next thing you know, she's working her way in. So, I mean, I saw her do it a number of times. So I warned him about her. On se disait qu'Alan avait peut-être une dent contre elle vu qu'elle fréquentait Dwayne. En plus, lorsque Dwayne est décédé, Alan et sa famille n'ont pas touché un centime de l'héritage. Les lieutenants ont désormais une nouvelle théorie impliquant Alan Lively et le petit ami de sa fille, Mario. Mario était un criminel au passé douteux. Il avait été arrêté pour attaque à main armée et il a avoué avoir fait partie d'un gang lorsqu'il vivait dans un autre État. Ce ne sont pas des petits délits, on parle de crimes sérieux. On a commencé à envisager plusieurs motifs. Peut-être que les Lively avaient persuadé Mario de tuer Lisa, ou peut-être qu'il l'avait tué pour leur prouver sa valeur, pour que les Lively puissent se venger de ne rien avoir touché de l'héritage de Dwayne. What else did the Lively's tell you about that lady? Because they don't like that lady at all. So what did they tell you? Be honest. Well, she's like, because I guess she's from California, something like that. She's like, had a real snotty attitude with people. They ever talk about Alan's father at all? He mentioned that she turned him back into an alcoholic. He basically went back to his old ways. He said this woman ran him to the ground. The Lively's, you've been there just a couple months. Yeah. They've treated you like a son, I'm assuming, right? Pretty much. You feel good about myself. Yeah. Would you hurt somebody for the Lively's? No. Nobody. I wouldn't do that. But they're your family. Well, I consider them my family now, but I wouldn't do nothing like this for anybody. How is Alan at this lady? Like, not at him. Like you were threatening to kill the family? Is he Yeah. No, well, he was just saying, like, he doesn't talk to people. Me and him have been bonding a lot. D'après Mario, Alan supportait mal les tensions récentes entre sa femme et lui. Yeah, I see a lot of anger. I mean, Like he's how? losing everything. He's losing everything that he had worked hard for now. Do they fight about money? Yeah. La police obtient un mandat pour perquisitionner le domicile des Lively. Ils rassemblent des preuves pour les comparer aux indices relevés sur la scène de crime, notamment l'empreinte de chaussures sur la porte de derrière de chez la victime. Durant la perquisition du domicile des Lively, les lieutenants ont confisqué toutes les paires de chaussures qu'ils ont trouvées, dans l'espoir que l'une corresponde à l'empreinte de chaussure. Malheureusement, aucune de ces chaussures n'était la bonne. Lorsque la perquisition de la propriété des Lively n'aboutit pas, les enquêteurs commencent à revoir leur théorie initiale. Les lieutenants ont fait imprimer des prospectus qu'ils ont distribués aux membres de la communauté, en leur demandant de les prévenir s'ils avaient des informations. Ils se sont ensuite rendus au club de bingo que Wendy et Alan géraient. De toute évidence, Wendy et Alan ne s'attendaient pas à nous voir au club de bingo. Ils avaient l'air terrifiés. Ils nous ont vus et ont paniqué. Mais ils ont suggéré qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui n'aimait pas Lisa. En effet, d'après Wendy, outre sa famille, Lisa ne manquait pas d'ennemis. I think you should really look into her history. Yeah. Because you don't have 5 husbands. You don't have 5 husbands and they're all dead. You know what I mean? So there might be other people that have nothing to do with anything around here.
À ce moment-là, le lieutenant Payne était encore persuadé que le tueur de Lisa n'était pas quelqu'un de passage et qu'il la connaissait bien. Pour lui, ce n'était pas l'acte fortuit d'un inconnu. Il y avait un problème, une signification et un motif plus profond lié à ce crime. On avait des suspects, mais on avait besoin de preuves plus concrètes, impliquant quelqu'un. Il a fallu qu'on s'arrête un moment, qu'on réexamine tout et qu'on décide quelle direction prendre. Et c'est là qu'on a reçu un coup de fil. C'était une femme qui affirmait en savoir plus sur cet homicide. He told me exactly what he did. And then he told me that if I were to say a word, that he would go on a rampage. Le 15 juillet 2017, seulement 2 semaines après avoir découvert le corps en état de décomposition de Lisa Stuckey, les enquêteurs d'Idaho Falls reçoivent un appel troublant. C'est Lauren Peterson qui nous a appelés. Elle nous a dit qu'elle connaissait l'homme qui avait tué Lisa Stuckey et que si elle parlait, il la tuerait aussi. Le meurtrier n'est pas l'un des suspects de la police. C'était une déclaration des plus choquantes. D'après Lauren, le tueur n'était autre que le fils adoptif de 20 ans d'Alan et Wendy Lively, Jamion Hernandez. J'ai emménagé ici quand j'avais 12 ans, en 2009. Quand j'ai rencontré Jamion, j'étais timide, mais il a fait de son mieux pour que je me sente la bienvenue. Il était très gentil et il voulait qu'on devienne amis. Du coup, j'ai commencé à passer pas mal de temps avec lui. Nobody knows you're here. Okay? You're brave and you're doing the right thing. Okay? He told me if he was found out that he would go on a rampage. And he's like, I'm gonna tell you this, and you can't say anything. He told me that he murdered his neighbor yesterday, and I didn't know what to say. I was like, why would you do that? He told me he did because apparently she screwed his family over, put his family in debt. And I didn't know what to say. I didn't know what to do. Like, what do you say to that? He told me that since I now knew that if I were to breathe a word about it, he would take out someone I cared about. He's like, honestly, if I'm going down, I might just take out more people with me. And I believed it. I believe it. Jamion m'a dit qu'il l'avait frappé une fois et qu'il était persuadé que ce premier coup l'avait tué. And this was a baseball bat? Yeah, he said a bat. And then he told me that he stole some of her stuff so that he could sell it. And after that, he's like, I'm not worried about getting caught. And I was just like, you will get caught, is what I told him. Je savais que si je le dénonçais, je ne le reverrais probablement plus jamais. Je crois que c'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise de toute ma vie. J'ai vécu des ruptures douloureuses et pas mal de coups durs au cours de ma vie. Et ce n'était absolument rien comparé à ça. Ça a été la pire épreuve de mon existence. I never saw this coming from him. He does seem like a very nice kid. But here's the thing I can tell you, is that we never know people exactly for who they are, okay? Il n'est pas rare que quelqu'un qui ait commis un crime l'avoue à l'un de ses amis. Le plus important ensuite, c'est de réussir à confirmer la déclaration faite à cet ami. Le soir du 18 juillet,
On a demandé à Lauren si elle accepterait d'appeler Jamie Young et de nous laisser écouter ce coup de fil. Hey, Jen. What up? You brought up something the other day, and it kind of worried me because I'm seeing things everywhere. Okay, so Like I'm seeing stuff. I'm seeing stuff all over Facebook. I'm seeing stuff like I'm hearing stuff on the radio. Jay, do you have like a second? Could you go? It doesn't even matter. Could you just for a second? Stop talking about it. Stop thinking about it. Let it go. Drop it. Cet appel nous a donné des frissons à tous. On savait qu'il était arrivé quelque chose et de toute évidence, Jamie Young était au courant. Le lendemain, le 19 juillet, la police intervient rapidement et emmène Jamie Young Hernandez au poste pour l'interroger. On a vu Wendy, Alan et Jamie Young partir de chez eux en voiture. Un officier de la circulation leur a ordonné de s'arrêter. On a découvert sur le siège arrière, à côté de Jamie Young, un sac à dos rempli d'objets utiles quand on veut quitter la ville rapidement. Un sac avec tout le nécessaire pour s'enfuir, pour ainsi dire. Et un petit coffre personnel rempli de bijoux appartenant à Lisa Stuckey. Au bureau du shérif, les lieutenants poussent Jamie Young à faire des aveux. I will admit to you 100% that you had me fooled the first time you came in here. I didn't do anything. That's not gonna cut it, Dave. Take a good long look at that. Take a look at it. Take a look at that. Take a look at that. You know what that smelled like? Do you have any idea what was like? Huh? I didn't do that. Look at it. Yes, you did. Yes, you did. No, I didn't. Look at it. Après des heures d'interrogatoire, Jamie Young finit par craquer. I'm sorry, okay? You need to let it out, man. This has been living in your head. This is hard. You don't even know what's in my head. I hate her so much. It was gonna be fine if she didn't step in. Mom and Dad would be fine and everyone would be okay. Jamie Young a avoué avoir tué Lisa Stuckey tôt dans la matinée du 16 juin. Ça faisait plus d'1 an qu'il y pensait, depuis que son grand-père était décédé. Il s'est faufilé le long de la maison de Lisa, puis il a défoncé la porte, ce qui a fait un grand bruit. Lisa s'est levée de son lit. Lorsqu'elle s'est retournée, Jamie Young l'a frappée avec sa batte. Lisa s'est écroulée par terre. Jamie Young m'a dit que ça lui avait semblé trop facile de la tuer. Il n'arrivait pas à croire que c'était aussi facile. Il a fouillé dans ses tiroirs et a pris des bijoux pour pouvoir les vendre. Ensuite, il l'a entendu gémir et il l'a vu s'asseoir. Du coup, il a ressorti sa batte. C'était impossible de survivre à ça. Après avoir frappé à mort Lisa avec sa batte, il est parti et a décidé de faire un grand feu pour brûler les chaussures, les gants et les vêtements qu'il portait. Les enquêteurs retrouvent la batte plus tard dans un étang, à 40 km de là. Lorsque les lieutenants informent les parents des aveux de Jamie Young, Wendy et Alan soutiennent qu'ils ignoraient tout de ses intentions.
Quant au présumé coup de fil passé dans le jardin, la police n'a pas pu confirmer le moindre détail de l'accusation. Wendy et son époux ne sont accusés d'aucun crime. Mario Iglesias est également disculpé du moindre méfait. Jimian considérait Lisa comme une personne horrible. Il disait que c'était à cause de Lisa que sa famille n'avait pas reçu d'argent. Jamie Young était loin de se douter que Lisa n'a rien touché non plus de l'héritage de Dwayne. En réalité, Lisa n'a absolument rien hérité de ses biens. Pas le moindre centime. Elle n'était pas l'exécutrice testamentaire. Tous les biens de Dwayne sont revenus à son fils biologique, Richard, qui vit au Texas. La seule chose dont Lisa a hérité, c'est le lit que Dwayne et elle avaient acheté ensemble. Ce sont tous ces mensonges qui ont tué Lisa. Ça n'aurait jamais dû arriver. Voici une photo qui a été prise environ une semaine avant. Une semaine avant que ça n'arrive. Elle a été prise dans notre coin favori. On passait tout notre temps là-bas avec nos amis. On nageait dans le canal et on se balançait sur cette corde au-dessus de l'eau. Jay et d'autres amis se lançaient parfois des défis pour voir qui arriverait à sauter de là-haut, pour finir à l'eau. J'avais trop peur pour essayer, mais j'aimais bien les voir faire. Ils sautaient souvent. Il y avait un feu de camp. On s'asseyait souvent autour pour discuter. On posait une enceinte là, de ce côté, et on chantait les morceaux que Jay choisissait. On passait de super moments là-bas. Et c'était super de voir Jay tout le temps avec le sourire. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait une chose pareille. Je n'étais pas encore revenue ici depuis tout ce qui s'est passé avec Jay. Ce n'est plus pareil. Jimian Hernandez plaide coupable du meurtre de Lisa Ann Stuckey. Il est condamné à une peine allant de 25 ans à la prison à perpétuité. Jimian était en fait un loup déguisé en agneau. C'était un garçon gentil, il s'entendait bien avec tout le monde et était très sociable. Presque personne n'aurait pu soupçonner ça. Mais malheureusement, il avait aussi un côté sombre. Oh mon Dieu. C'est ma Lisa. C'est pas vrai. Elle me manque tellement. On a passé de merveilleux moments ensemble. Je ne les oublierai jamais. On a partagé des rires et aussi des larmes. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'appeler son portable. Et une fois que je suis au bout du fil, je me rends compte qu'elle n'est pas là. Elle ne répondra plus jamais au téléphone. Je veux qu'elle revienne. Je veux la revoir.